celui qui a compris qu'il fallait une figure emblématique en Kabylie, c'est Qasem Arbah. Et il a trouvé la figure emblématique chez le Amouslaou, le sage Amouslaou, vers lequel convergeait pratiquement toute la Kabylie. C'est pratiquement la réussite de l'Amouslaou et le Zaïm, mais qui n'est pas un Zaïm politique. C'est ça la subtilité de Qasem Arbah. Il a trouvé le Zaïm, mais ce n'est pas le Zaïm politique de l'envergure d'Aït Ahmed. Il fallait traiter avec lui politiquement. Avec Mouloud Ma'amri, on n'a pas à traiter politiquement parce qu'il ne demandait rien politiquement. Il demandait à faire son travail d'académicien, son travail de chercheur. Défendre la culture nationale. Il a attiré à lui beaucoup d'intellectuels. Pas seulement des intellectuels kabyles, même si aujourd'hui beaucoup de gens ont voulu faire de Mouloud Ma'amri le champion de la kabilité et du berbérisme. C'est faux, c'est entièrement faux, totalement faux. C'est un homme d'une envergure nationale et internationale, et reconnu comme tel. Et c'est quelqu'un qui défend les cultures. Il a des textes. Il suffit, pour nos amis qui sont intéressés par la chose, il suffit de lire Le Banquet, il suffit de lire le théâtre de Ma'amri qui n'est pas connu. Dans le théâtre de Ma'amri, pièce qu'il écrit en 1967 et qu'il fait jouer par Mustafa Kat au TNA, c'est le fun. Et dans le fun, on parle de Rabban. On parle de Rabban comme responsable essentiellement de la région d'Algérie. Mais par ailleurs, Mouloud Ma'amri n'était pas intéressé par une lutte politique frontale. Il était intéressé par une mobilisation pour sauvegarder les cultures traditionnelles, pas seulement la Kabylie, mais aussi les Touaregs. Il a travaillé beaucoup avec les Touaregs, il a travaillé avec les gens du droite dans la région arabe, Tibémoun, etc. Et la Kabylie. Son projet était culturaliste. Mais il y a une dimension politique importante dans les propos lorsqu'on lit Mouloud Ma'amri. Oui. Il y a une dimension politique, il y a une arrière-pensée très importante d'une dimension politique qui remet en cause complètement le système dans ses choix, aussi bien dans ses choix politiques, dans ses choix culturels, dans ses choix linguistiques, etc. Donc, la dimension peut-être la politique, il n'était pas candidat aux élections à l'époque, mais la dimension politique dans l'œuvre de Ma'amri, elle existe, c'est indiscutable. Elle va devenir plus évidente à la fin des années 80. Son testament politique, c'est La Traversée. C'est un roman où effectivement il dit les choses de manière très nette. Mais tout ce qui est avant, c'est du discours indirect. C'est du discours indirect. Parce que il a compris une chose, et je crois que, moi je le dis, je suis tranquille, on ne peut pas me taxer de berbériste, on connaît mes positions claires là-dessus. Et je ne suis pas kabyle. Je suis chaoui arabisé, je ne parle même pas la langue de mes ancêtres. Et je crois que Qasem Arbah a compris une chose. Il a compris que le système qui s'est érigé en Algérie a fait, depuis 1963, depuis le maquis de 1963, a fait de la Kabylie l'épouvantail que le régime va agiter pour se renforcer d'une part, et pour créer une espèce de ralliement obligatoire à cette idéologie arabo-islamiste qui va devenir l'idéologie officielle de l'État algérien. Ça, c'est fondamental chez nous. Seulement Qasem Arbah ne peut pas aller contre. Il ne peut pas aller contre de par, d'abord, sa culture, il est parfaitement... Non, mais non, il ne peut pas aller contre... Je peux... Oui. C'est très important ce que tu dis. Mais est-ce que, si tu permets, je peux préciser encore avec toi? Je te demande des précisions. Dans la mesure du possible. Oui. Lorsqu'on dit que le régime, depuis l'indépendance, et puis depuis la fameuse proclamation de Ben Bella Nusson des Arabes, etc., des Arabes, l'arrivée de Boumediene, etc., est-ce que l'idée de vouloir, et là je t'interpelle sur deux points, est-ce que l'idée de vouloir dire que le pouvoir
de 62 au début des années 80, enfin jusqu'à maintenant. Oui. Est-ce que l'idée de dire que le pouvoir a une obédience claire et nette panarabiste, c'est-à-dire arabo-islamiste, tendance bête, etc. Est-ce que, d'abord, c'est juste parce que à étudier le régime algérien, il est loin d'être d'une tendance ba'thiste, dans le sens idéologique du terme. Tout à fait d'accord. Deuxièmement, est-ce que l'arabo-islamisme excluait la Kabylie, sachant que structurellement, en matière de fabrication des élites religieuses, des élites arabisantes, la Kabylie était très importante à ce niveau-là. Oui. Donc, ça c'est le premier volet de mon interpellation et je voudrais que tu nous éclaires parce que c'est très important. Peut-être que les qualificatifs, oui. Ce sont ces qualificatifs, ces préjugés, ces analyses un petit peu gonflées qui nous ont créé des problèmes de fond dans la société. La même chose, déjà depuis le printemps berbère et avant même, il ne faudrait pas peut-être oublier Selakhdar, qu'un Algérien qui ne parle que berbère, qui ne parle que kabyle, ou qui ne parle que chaoui, ou qui ne parle que mzab, ou qui ne parle que terbi, etc. Il était interdit, pour des raisons d'unité nationale, et de conformisme et de conservatisme, etc. Il était interdit même de s'exprimer dans la rue, de s'exprimer en kabyle, etc., même dans la rue, etc., même si localement. Mais est-ce que cette idée de vouloir taxer la Kabylie, alors, de séparatiste, oui. Deuxièmement, d'une région pro-française, oui. D'une région anti-religieuse, est-ce que c'est vrai aussi? Parce que le pouvoir, c'était facile pour lui de brandir quelque part des slogans comme ça. Kabylie, ça veut dire França. Kabylie, ça veut dire Doddin, l'islam. Kabylie, Dodd al-Arabia. كابيلي معناتها الجهويه والانفصاليه. هاد الخمس احكام هذه نفس الشيء. الناس المثقفين او الناس اللي في منطقه القبائل، النظام اللي موش من منطقه القبائل هادو تاع بعث، هادو تاع الجماعات الاسلامويه الدينيه وبعدين ولاو جماعات ارهابيه، هادو الناس ضد الديمقراطيه، هادو الناس ما تشوفش انت باللي دخلونا الجزائر dans une lutte entre guillemets soi-disant idéologique, mais qui n'en est pas une, et qui a conduit à l'éclatement réel de l'Algérie, alors que c'est faux. Enfin, c'est un point de vue, je n'ai fait qu'exprimer un point de vue pour t'interpeller encore plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est exactement ça. Le problème, c'est que je vais aller plus loin. Ça nous approche. De manière un peu sereine. On avait longuement parlé dans les séances précédentes sur l'indigence idéologico-politique du régime algérien. Cette indigence commence en 62. Et elle a ses sources dans l'indigence du mouvement national. Nous avons essayé de voir comment ça va. Le système algérien est allé vers la voie de la facilité. Qu'est-ce qui est la voie de la facilité? C'est tout l'argumentaire idéologique et politique qui dispense de l'argumentation, de l'apport de la preuve, de l'explicitation. De la connaissance de la société. De la connaissance de la société. Le pouvoir n'a jamais réellement compris ce que c'était l'Algérie. Comme la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois, on avait discuté de cette histoire du déclenchement de la guerre de libération nationale. L'idée qui avait prévalu, c'était de dire, au départ, Allahu Akbar. On a essayé de convaincre les gens, et on veut les convaincre jusqu'à ce jour, que le 1er novembre, il a suffi de dire Allahu Akbar et puis ça s'est allumé. Pourquoi? Parce qu'on veut gommer toute l'histoire des résistances, toute l'histoire du mouvement national qui a été une lutte atroce entre le courant qui est un courant démocratique, plus ou moins de gauche, parce que il était lié à l'étoile nord-africaine qui se trouvait dans un pays européen et qui s'est trouvé dans des institutions essentiellement animées par l'international communiste et par les partis politiques de gauche en France. Et de l'autre côté, cette greffe qui est venue
se faire sur ce mouvement national des idéologies du Congrès musulman de Jérusalem à partir de l'influence de Sheikh Barslan sur Moussa el-Hajj. Si on oublie ça, on ne comprend pas la suite. On a continué, on a voulu continuer au lendemain de l'indépendance à pérenniser cette influence de Sheikh Barslan sur Moussa el-Hajj que l'État va faire sienne comme étant la politique culturelle et idéologique officielle de l'État algérien. Mais on n'a rien créé. Moi j'aurais bien voulu qu'on crée une idéologie algérienne s'appuyant sur le patrimoine arabe et le patrimoine musulman. Ça oui. Sans exclure, ça aurait sans gommer notre culture. Parce que si on avait fait ça en tant qu'Algérien, à partir de l'algérianité, on aurait abouti à cette histoire merveilleuse de l'arabité et de l'islamité qui sont des creusets de tolérance et des creusets de multiplicité. C'est un fait, mais les gens parlent de choses qu'ils ignorent et pensent simplement que le schéma, et d'ailleurs c'est ça qui a été développé et inculqué dans la société, arabo-islamique, c'est l'unicité, l'absence de diversité, l'uniformité. C'est comme ça qu'on a voulu présenter ça. Parti unique, le parti du Front de Libération Nationale, parti unique, la charte Tao. Ça, ces règles de fonctionnement, c'est l'unicité, l'uniformité, pas de divergence, pas de différence, pas de sensibilité interne. Évidemment, posé comme ça, tu obliges la dissidence et l'opposition à se déporter sur autre chose. D'ailleurs, c'est juste pour appuyer, pour corroborer ton idée, moi je rigole à chaque fois que j'entends quelqu'un qui critique le baptisme. Oui. Par rapport à l'islamisme, c'est-à-dire dire que le baptisme est le socle de l'islamisme en Algérie. Non. Mais s'il y a bien une tendance dans la culture arabe des années 20, des années 30, des années 40, dans ce qu'on appelle par la suite le panarabisme, le qawmiya al-arabiyya, s'il y a bien un mouvement anti-religieux, s'il y a bien un mouvement laïque, s'il y a bien un mouvement qui a combattu les tendances religieuses, quelles qu'elles soient, c'est bien le baptisme. Absolument. C'est-à-dire, le baptisme signifiait, en Moyen-Orient de l'époque, le laïcisme. Le laïcisme, exactement. Et c'est-à-dire, il se trouve qu'ici, on revendique le laïcisme, mais on combat le baptisme. D'autant plus que nous n'avions même pas, de par ce que je peux lire de l'histoire du mouvement lui-même, les Algériens entre eux, étaient-ils en mesure de comprendre Michel Aflaq? Non. Était-il en mesure de comprendre Antoine Zoré, Saad al-Hussein, ces grands théoriciens d'une vision du monde, d'un courant de pensée, etc., mais qui est tout sauf un courant religieux. Absolument. C'est l'antithèse même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrisme religieux, etc. Absolument. La même chose également, la même chose pour ce qui est du discours libéral, ouvert, laïque, d'un certain nombre d'élites, y compris de ceux qui ont défendu la cause en Kabylie ou à travers le MCB, le mouvement culturel berbère. Dès qu'on dit laïcisme, on les taxe tout de suite d'anti-religieux, d'ennemis de l'islam, d'ennemis donc de la langue arabe, de pro-Hizb Branza, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays qui n'a jamais su débattre de sa réalité sociologique et culturelle. Absolument. Nous y sommes dedans, nous sommes tout à fait ça dedans. Ce qui fait que, quand cette histoire démarre avec le passage de la période de Boumediene à la période de Chadli, se réveillent les vieux démons. Les vieux démons, c'est-à-dire tout ce qui a été contenu par l'institution du parti unique, de l'idéologie unique, de la voix unique et de l'uniformité, se réveille en se disant: le régime de Boumediene est tombé, il va falloir maintenant qu'on commence à s'agiter pour essayer donc d'imposer une sorte d'ouverture politique vers le pluralisme. Ça, c'est ce que demande la classe politique oppositionnelle. Les Aïd Ahmed, Boudiaf, je pense qu'ils participent de la même façon de voir les choses. Et donc,
il y avait, avant, tout à l'heure, j'ai fait une confession, j'ai parlé du MDA. Le MDA va être créé après la libération. Il y avait le FLN clandestin, c'est différent. Le FLN clandestin dans lequel, qu'avait dirigé pendant très longtemps Boumaza, d'ailleurs. Et auquel va se joindre, je crois, vers les années 75-76, momentanément, un bout de temps, d'après ce que j'ai cru comprendre, Mohamed Harbi. Mohamed Harbi. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, bref, on ne va pas revenir dans les années 70, mais je crois que Mohamed Harbi a pris ses distances et il est entré dans une autre logique. Il voulait unifier lui aussi, comme voulait le faire aussi un peu plus tard, il voulait unifier l'opposition, il est entré en contact avec tout le monde, avec beaucoup de gens, y compris avec les gens qui étaient ici, Lahmoud Abbas, Kherdin et Ibn Khedda. Harbi a eu des velléités à un moment donné de vouloir créer une polarité politique plurielle. Je me souviens parce que Rachid Krim, quand il le rencontrait, il venait de temps à autre nous faire des états, nous faire état des rencontres en nous disant méfiez-vous bien, méfiez-vous de lui, parce que, surtout vous les intellectuels qui lisaient, qui sortaient, et qui pouvaient être en contact avec les universitaires, etc., méfiez-vous de lui, c'est un grand roublard, c'est un type qui a toujours ses propres idées et qui veut se venger de tous les gens qui se sont opposés au régime de Boumediene.